notre émission. Nous sommes avec, comme vous avez l'habitude de le voir, Monsieur Gaston Ouaka. Bienvenue à cette émission Leadership d'Impact. Il y a aussi Gaston Ouaka, c'est un journaliste d'une grande expérience et il couvre des sujets liés à la géopolitique, que ce soit au niveau régional et au niveau international. Il est un journaliste d'expérience considérable. C'est pour ça qu'il est aussi familier à cette émission. Bienvenue encore une fois, Gaston. Merci Solange. Merci à tous et à toutes. Qui nous suivent, surtout dans l'Afrique francophone. Oui, nous sommes suivis dans l'Afrique francophone, Rwanda, Burundi, DRC, Centrafrique, Sénégal, Cameroun, Tchad, toute la partie francophone. Bienvenue dans notre émission. Et même peut-être les autres téléspectateurs qui se trouvent dans notre région, dans d'autres régions, qui nous suivent aussi sur YouTube. Vous êtes aussi les bienvenus dans notre émission. Nous avons aussi Monsieur Kanyana Kabale qui va nous joindre bientôt. Et il est chercheur, il est ancien journaliste et il est en retraite, mais il écrit des livres, mais aussi il est activiste des droits humains. Il suit de près l'actualité de la région, même l'actualité internationale. Il est aussi familier à cette émission. Il va nous joindre bientôt. Sans trop tarder, nous avons dit que ce sujet, c'est un sujet qui est peu discuté dans les médias, surtout que le Rwanda a une façon de voir ses relations avec ses partenaires, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays africains. Alors, ce soir, j'aimerais que vous nous expliquiez, Gaston, qu'est-ce qui est derrière la résilience des Rwandais en matière de gouvernance et de développement. Si vous essayez d'établir une analyse depuis 1994, là où le pays était sur le point zéro et que tout était détruit, et que actuellement, 31 ans après, on voit un pays qui émerge, un pays qui se développe, un pays qui a un stand dans l'actualité internationale. Récemment, le président de la République, Paul Kagame, disait que parfois, il n'en revenait pas quand les grandes puissances commencent à discuter du Rwanda. C'est comme s'ils discutent d'un pays gigantesque. Quand les gens parlent du Rwanda, on ne dirait pas que c'est un pays qui a une superficie qui n'est même pas 40 000, 30 quelque chose de mètres carrés. Alors, j'aimerais savoir ce qui pose ce dialogue, c'est plutôt cette résilience. Qu'est-ce qui est derrière la résilience des Rwandais après la sortie du génocide des Tutsis de 1994? C'est l'histoire que j'aime et que j'adore. Et je pense cette fois-là, soyons réalistes, Solange. Certains ont parlé de l'Apocalypse. Et après l'Apocalypse, nous avons vu la résurrection. Et à partir de cette résurrection, on a eu la libération. Et vous savez, avant tout, il y a eu la guerre. Et celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc la suprématie... Aujourd'hui, quelqu'un me disait que celui qui veut la paix prépare la paix. Vice-versa. Okay. Mais vous savez toujours, les sacrifices sont vivants. Et je pense l'histoire du Rwanda, depuis la monarchie, a été quand même une histoire héroïque. Alors, la suprématie du Rwanda aujourd'hui s'est définie d'abord par le sacrifice des enfants du Rwanda. Que ce soit les Rwandais qui étaient à l'extérieur du Rwanda, ils avaient soif de vivre un bon Rwanda. Et là, vraiment encore, les Rwandais qui étaient aussi au pays, ils n'étaient pas vraiment épanouis. Ils avaient besoin d'un changement. Et je veux dire, bien que le Front patriotique rwandais a été à la base de tous ces changements, mais même les Rwandais du fin fond du Rwanda, le Rwandais du Nyabitekeri, le Rwandais de Kinigi, le Rwandais de l'Est et de l'Ouest, ils avaient soif. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous ensemble en train de goûter le fruit de cette libération. Nous sommes en train de vivre maintenant un Rwanda nouveau. Donc, d'après moi, tous les développements
tous les bienfaits que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui viennent de cette libération, de ces sacrifices. Et c'est très important de commencer par là. Et c'est tous les Rwandais qui ont eu cette audace, ce zèle de pouvoir développer leur pays. Bien sûr que chaque cas a une exception. Il y a des autres Rwandais qui sont négationnistes par rapport à l'histoire du Rwanda et qui ne veulent pas la paix du Rwanda, mais nous sommes sûrs, avec un leadership d'impact, tout ira bien. Merci beaucoup Gaston. Bienvenue Papa Kanyana. Merci beaucoup. On t'avait déjà introduit dans cette émission et on parlait de cette résilience des Rwandais qu'on a remarqué depuis la fin du génocide contre les Tutsis de 1994. Et quand les Rwandais voyagent, vont dans la plupart des pays, la première question qu'on vous demande, c'est de savoir comment vous avez fait en tant que Rwandais pour que vous puissiez être là où vous êtes dans peu de temps, 31 ans, c'est pas beaucoup, mais comment vous avez pu faire beaucoup de choses en peu de temps. Alors, il parlait de la volonté, de cette commitment, c'est l'engagement de ceux qui ont initié le Fonds patriotique rwandais. Alors pour vous, qu'est-ce qui est derrière cette résilience? Merci beaucoup pour la question. Et de ma part, j'approuve tout à fait tout ce que vous dites là. Mais je voudrais faire un petit recul. Quand on parle de résilience, c'est un aspect psychique. L'aspect libération est matériel et la bravoure du Front patriotique rwandais vient d'un passé culturel. Le passé culturel qui a mûri, qui a sémé une sorte de patriotisme de l'avant-terme. Avant que les Blancs ne parlent du patriotisme, il existait ici. Je peux donner un exemple. Oui, vous pouvez. Le Mwami Musinga. Les missionnaires belges l'obligèrent à se faire baptiser. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mais si moi je me fais baptiser, je serai seulement le roi des Rwandais baptisés. Ceux qui ne sont pas baptisés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous comprenez ça? Oui. C'est très fort, c'est très profond. C'était un roi de tous les Rwandais. Et il voulait, s'il y avait même baptême, qu'on baptise tous les pays Rwandais ensemble. Alors, vous avez vu que dans ce pays, il y a eu une étude qu'on appelle Home Ground Solutions. Cette étude, ça a été même réalisé par c'est la promotion des solutions locales aux problèmes locaux. Aux problèmes locaux. Si j'essaie de traduire. C'est ça. Cette étude est venue par faire ce qui était déjà en œuvre. Ce qui existait. Oui. Vous voyez les premières réunions du village Rugwiro en 1997-18 au village Rugwiro. C'est de là qu'est né Gachacha, avec les juridictions qui ne sont pas classiques, qui ne sanctionnent pas, qui ne pendent pas la pendaison, c'est-à-dire la peine de mort, le pardon. Ce pardon-là, moi je l'ai toujours comparé, ce n'est même pas comparable. Le pardon de Jésus-Christ, il est vraiment très spirituel, mais le nôtre, il est culturel. Quand on admet qu'un Rwandais qui a été fautif et qui a tué ses confrères peut être pardonné pourvu qu'il donne la vérité, à base de laquelle on peut construire l'unité et la réconciliation, je pense que c'est un mystère que le monde entier ne peut jamais comprendre. Alors, qu'est-ce qui est justement derrière cela? Vous avez parlé de l'exemple du roi Musinga, qui disait qu'il était pour tous les Rwandais. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que ces solutions
qui sont en train d'être modernisés, qui étaient là. Qu'est-ce qui faisait que les Rwandais avaient leur propre façon de résoudre leurs problèmes, même avant l'arrivée des Blancs. Ce qui fait justement cette résilience. Même avant l'arrivée des Blancs, d'abord, tous les Rwandais étaient soudés. Même si on les accuse aujourd'hui d'avoir été Hutus, Tutsis, c'était des classes socio-économiques. Et à travers ces classes socio-économiques, il y avait la solidarité, il y avait l'amour de la patrie, il y avait un seul guide, c'est le monarque, comme a dit mon confrère. Alors, lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils nous ont divisés. Ils nous ont rendus pseudo-flamands et pseudo-wallons. Ils ont même oublié les toits. Et ils nous ont conduits, ils nous ont entretenus jusqu'à nous rendre des génocidaires et des victimes. Mais, comme l'a dit mon confrère Gaston, au moment où il y avait génocide dans ce pays, il y avait à l'étranger des enfants rwandais chassés de ce pays par les Parimuhutu de 62 et l'Église catholique qui soutenait Monseigneur Perrodin à Kabouaï. Ces jeunes Rwandais qui étaient à l'extérieur, moi je les voyais, on leur parlait du Rwanda et ils s'imaginaient que c'est un paradis. Mais quand on leur disait que c'est le pays qui est là en face et que les FPR venaient d'entrer au nord, ils disaient, moi-même j'y vais. Moi-même j'y vais pour ne fût-ce que mettre les pieds sur la terre de mes ancêtres et peut-être mourir, même mourir là-bas. C'est plus fort. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un élément beaucoup plus motivant, c'est celui qui leur disait, nous venons combattre pour retourner chez nous, nous ne venons pas combattre pour annihiler ce qui s'y trouve. Donc la recherche des droits qui étaient déniés, droit à la patrie, était aussi derrière cette résilience. Voilà. Et ils sont arrivés à Kigali. Il n'y avait ni ministère, ni bureau, ni table, ni chaise, ni papier. Mais ils ont quand même travaillé. Ils n'avaient même pas de salaire. Ils touchaient les haricots, les mêmes haricots de l'humanité. Je les ai vus. Est-ce qu'ils n'ont pas été déçus? Comment ils pouvaient être déçus alors qu'ils étaient... C'est question de croyance. C'est question de croyance, Solange. La résilience rwandaise vient de cet héroïsme. Je dirais, c'est quoi? C'est transcendant. Vous savez que même les Rwandais aiment dire que Dieu passe la journée à l'extérieur et rentre la nuit. C'est question de croyance. C'est pas beaucoup plus la légende ou les mythes. Alors, laissez-moi continuer. Ils n'étaient pas déçus à ce moment-là, ils étaient motivés. Souvenez-vous de la chanson. Souvenez-vous de la chanson. Tuzarugubaka. Turugirenga paradis. Ils étaient en train de construire le pays à partir de l'absence du papier, de l'absence de la chaise et de tout. Ils acceptaient n'importe quelle condition. Mais souvenez-vous aussi que vous l'avez mentionné, qu'ils croyaient c'est un pays de miel et de lait. Oui. Alors, l'impression, le courage de continuer, ils croyaient que c'est un pays où il y a tout. Ils allaient tout trouver. Maintenant, ils arrivent au moment où il n'y avait rien. Ils arrivent, le malheur venait de tout effacer. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne soient pas déçus? Ils avaient en eux ce que mon confrère a dit, la motivation et l'espérance qu'ils construiront ce pays pour le rendre paradis. Ils le savaient. C'est comme ça que même quand il y a eu les Bachengezi, même quand les infiltrés qui venaient, ce n'est pas seulement au nord, même au sud-ouest, à Tchangougou, même les barrages sur la route, comment on les appelle encore? Oui, les barrières, quoi. Les barrières sur la route pour tuer les gens, pour les demander de se distinguer. Ils n'ont pas été déçus avec ça, ils ont continué à se battre. Et il y en a même à qui on a demandé, êtes-vous Hutu ou Tutsi? Les enfants de Nyange. Et ils ont dit, nous sommes les Rwandais.
nous sommes des Rwandais. Et on les a tués, mais il y a eu aussi des rescapés. Cette bravoure là-bas constitue une certaine fierté pour les survivants. Et c'est de cette fierté que par l'entrain que nous observons. Nous arrivons chez vous, nous trouvons que vous avez amélioré votre habitat à partir de rien. Vous arrivez à Kimisagara, vous trouvez une vieille maman qui ne vend que des bananes, mais qui rentre dans une maison aérée avec de l'électricité. Pendant ce temps, dans d'autres pays, je ne veux pas les citer, vous trouvez quelqu'un sur la route qui porte des vêtements et des boucles d'oreilles et des bijoux dorés, mais il rentre dans un trou comme une taupe. Les Rwandais ne peuvent pas faire ça. Parce que le Rwandais il est cette personne qui veut sortir d'elle-même pour exhiber au monde entier la gloire de Imana Rwanda. Ok, merci beaucoup. Il y a l'aspect spirituel. C'est l'aspect psychique. Alors, l'aspect matériel, l'aspect matériel à travers la solidarité traditionnelle et à travers les pardons igihango traditionnels. Igihango, c'est quoi en français? Igihango, c'est le pacte. Non, c'est le pacte. On le traduit même abusivement par pacte, mais c'est plus que pacte. Et je pense que c'est ça l'origine même de l'unité rwandaise. Quand même on parle d'Umunyarwanda, je suis rwandais. C'est une renaissance de cet esprit antique du Rwanda dédié à Ngaman. Donc, vouloir ou pas, pour se développer, pour avoir cette résilience solide, il faut être unis. Oui. C'est notre avantage. Oui, vous ajoutez aussi l'aspect unité. Il y a solidarité, unité, libération qui est matérialisée. Mais il y a aussi, vous avez parlé de la bravoure. La bravoure. Et même et l'aspect psychique de la fierté, de l'ostentation, qui ne parle pas de nulle part, qui parle de la volonté de travailler, de la volonté de rayonner. Alors, nous sommes en train de parler, là on parlait de la résilience des Rwandais et je pense que la plupart des gens qui nous suivent depuis l'Afrique francophone, vous comprendrez où vous avez pu retenir certains éléments qui ont poussé le Rwanda et les Rwandais à aller de l'avant en laissant, sans oublier le passé sombre, en mettant de côté ce passé sombre, mais plutôt en allant de l'avant, en focalisant sur le futur plutôt que sur le passé. Alors, quelle a été, en revenant sur les relations entre le Rwanda et ses partenaires, quelle a été la période la plus marquante en ce qui concerne les relations entre le Rwanda et les bailleurs de fonds, le Rwanda et certains pays, les relations bilatérales, les relations entre pays, et qui montrent la différence par rapport à ce que les autres pays ont l'habitude de faire? Oui, soyons réalistes. Le Rwanda ne peut pas exister sans ses voisins, sans ses pays voisins. Oui. Mais entre-temps, le Rwanda ne peut pas oublier son autonomie. D'abord nous et les autres après. Je pense que la plupart des problèmes que, même jusqu'à présent, le pays voisin, même les pays étrangers, donc là je parle même des grandes puissances, le grand problème qu'ils ont avec le Rwanda, c'est parce qu'ils veulent encore prendre le destin du Rwanda en main. Et par rapport à l'expérience que le Rwanda a, donc là je parle de l'histoire, le Rwanda aujourd'hui, le leadership rwandais ne peut pas accepter ça. Et je pense que c'est là où il y a des tracas. Le peuple rwandais, le leadership politique rwandais veut prendre son destin en main. Parce que même le problème que le Rwanda a eu, depuis les années de l'indépendance, depuis même ce qu'on appelait l'abolition de la monarchie, les autres ont parlé de la révolution ou tout, tous ces désordres, tous ces massacres qui ont existé, c'est parce que le Rwandais n'avait pas leur destin en main. Donc les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les pays étrangers, nos voisins même, c'est parce que les gens veulent faire une leçon au Rwanda et c'est ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et est-ce que, Papa Kanyana, vous vous souvenez peut-être
d'une période marquante après 1994 où le Rwanda a dit non, nous on veut ceci plutôt que ce que vous nous demandez. Je vais y arriver. Mais avant même d'y arriver, permettez-moi de revenir à l'époque de l'esclavage en Afrique. Vous savez que au Rwanda, il n'y a jamais eu entrée des esclavagistes. Pourquoi? Parce que quand ils venaient de la Tanzanie, par le lac Tanganyika, ils viennent à Uvira, ils cherchent à pénétrer à Bugarama ici. Le roi avait su. Il a pris son armée et à partir de Bugarama, ils ont foutu dehors les Tipo-Tipo. Ils s'appellent comme ça, Tipo-Tipo. Tipo-Tipo, c'est quoi? Tipo-Tipo, c'est les grands arabistes esclavagistes. Et il a marché devant les flèches. Et il a continué la route jusqu'à aller installer son siège dans les Maniema. C'est là qu'il y rayonna. C'est comme ça que plusieurs familles au Maniema sont des musulmanes. Alors, le Rwanda, pour avoir contré l'esclavagisme, il s'est senti plus uni qu'avant. Alors, nous remontons. Nous arrivons au moment où la colonisation chambarde ce pays. On commence par les cartes Ibuku dans lesquelles on mettait la mention ethnique. Et cette mention ethnique, justement, elle sera abolie au village Rugiro en 97-18. Après la libération. Oui. C'est-à-dire, on ne dit même pas après la libération. Pendant que la libération était en cours, parce que même maintenant, on est en train de se libérer. La libération est vraiment en cours. Je vais dire après l'arrêt du génocide. Alors, en 98, déjà, c'était après l'arrêt. 17-18. Après l'arrêt du génocide, on décide de supprimer la mention ethnique pour que tout le monde soit rwandais. Peu de temps après, quelques mois après, les Nations Unies prononcent des sanctions contre ce pays. Et au niveau national, même si les gens commençaient déjà à toucher quelques salaires de miettes, ils ont dit 3/4 nous donnons à l'État pour le budget national. Il y a même eu un terme. Agachiro. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, merci à vous. Il y a eu Agachiro. Et Agachiro, on a contré cette volonté de l'étranger de nous étouffer dans l'œuf à la sortie du génocide. Au lieu de compatir avec nous, on nous sanctionne. Vous comprenez ça? Oui. Alors, les Rwandais ont prouvé que Home Ground Solutions, ça peut venir à ce moment-là. Et on a réussi. Je me souviens même qu'à la commémoration de 2001, c'était à Rukumbe. Madame Carla Deliponte était venue, les procureurs étaient payés et tout c'était dans la tribune. Et le chef de l'État prononçait son discours. Moi, j'étais devant lui avec la caméra. Il a dit, ici, c'est-à-dire, ce monde n'a pas de pitié, n'a pas d'empathie, n'a pas de cœur. Alors, vous les Rwandais, je vous suggère de rester unis et de garder vos cœurs qui aiment ce pays. Nous allons vaincre tout ce qui va arriver. Et à ce moment-là, on disait qu'il y aurait la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda à cause de ce qui s'était passé à Kisangani. Vous savez ce que le président a dit? Mais cet homme-là, il est charismatique. Il a dit, mais comment vous pouvez enterrer les gens comme ça, les ossements? Il a montré. Comment vous pouvez enterrer les innocents comme ça, qui n'ont rien fait, et vous continuez à avoir peur de défendre ce pays dans lequel vous les avez enterrés? Vous comprenez ça? Oui. C'est très profond. Moi, Oui, donc cette période t'a marqué. Elle m'a solidifié. De sorte qu'aujourd'hui, je suis un béton. On ne peut pas me bousculer. Alors, nous cheminons encore, nous arrivons à chaque avril, au moment de la commémoration, il y a toujours une attaque extérieure. Toujours. Une attaque dans la presse
une attaque dans la diplomatie, une attaque même militaire par les FDLR. Vous avez toujours observé ça. Nous arrivons maintenant en 2025, 31e commémoration. Ces gens osent porter atteinte à la vie de notre président par les discours. Notamment M. l'abbé Ahimana Thomas. Un abbé qui sait ce que c'est la création de la vie, qui sait ce que c'est la foi en Dieu, qui sait ce que c'est l'espérance. Comment il peut décider de tuer l'autre avant qu'il ne meure? Papa Kanyana, oui. Non, attends, je vais y arriver. Et la personne qui l'a tué, sur les réseaux sociaux, partout, tout le monde a vu. Cette personne a répondu seulement 2 jours après la commémoration. Vous savez ce qu'elle a dit? Je ne comprends rien que quelqu'un dise que l'autre est mort, alors que l'autre est vivant. La solution, c'est que celui-là, conjugué mort, devrait réapparaître pour que ceux qui les jugeaient de mort meurent à leur tour. Et je me souviens qu'il a même dit au moment de Sesabagina ici, le chef de l'État a dit Urianawe Azisangano. Ça, je ne le dis pas de ma bouche, c'est entre guillemets. Azisangano. Il sera ici. Il viendra ici, il se retrouvera ici. Et en tout cas, c'est aberrant pour un homme de Dieu, un disciple de Jésus, de parler de la mort de quelqu'un qui est vivant par la haine. Je voulais, je ne sais pas si vous vous rappelez, en notre courant, c'était juste après le génocide de 1994, peut-être que vous pouvez aussi le partager si vous vous rappelez de ça. La fermeture des ONG internationales. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que c'est lié? Je suis un développeur. Oui. Est-ce que c'est lié à cette indépendance, je dirais, psychologique et même, pourquoi pas, financière? C'est-à-dire, je n'accuse personne. Quand on dit qu'il y a calamité à tel endroit, il y a par exemple un éboulement, et qu'on dit les ONG arrivent. Ces ONG qui arrivent prétendent aider par la nourriture, les haricots qui ne cuisent pas, jamais de boîtes de lait comme au Kosovo. Ils savent qu'ils viennent chez les nègres. Ils font semblant de nous aider, mais ils viennent avec des véhicules 4x4 que nous on paiera. Vous comprenez? Mais entre-temps, ils planifient comment ils reviendront plus tard à ce même endroit. Alors, après 1994, ici, il y avait 517 ONG. 517. Ça veut dire que chaque ONG devait encadrer peut-être 300 Rwandais ou 400 parce que beaucoup n'étaient pas encore rentrés au pays. Ces 517 ONG venaient faire quoi? Il y avait même des ONG qui étaient là pour recevoir les fonds des Nations Unies, mais qui n'étaient là que pour les distribuer aux autres ONG satellites. Comme par exemple le prêtre qui lit la messe et qui a des servants derrière. Donc les servants aussi prétendent qu'ils sont prêtres. Alors, les autres ONG agissent, dépensent l'argent, etc. Alors, parmi ces ONG, il y avait une ONG du nom de... Kea International? Non, pas Kea. Je vais me rappeler. Il y avait une ONG qui était venue seulement pour l'aspect juridique, c'est-à-dire plaider au nom des accusés de génocide. Plaider pour la défendre les accusés de génocide. Ça s'appelait PRI. PRI. Je ne vois plus. Ça me donne envie de mourir, envie de vomir tellement que je ne peux pas. Et je sais où ça siégeait. C'était ici, derrière l'ancien, comment?
les mini-justes, et puis à côté, il y avait le procureur général. Là, derrière se trouvait Péry. Comme juste pour écouter ce qu'on dit dans les institutions de justice au Rwanda. Ok. Donc, le départ de ces ONG... Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Rapidement. Lorsqu'on a constaté qu'il y avait un pléthore donc d'ONG, dont celles qui passent la journée à rouler dans les voitures sans rien faire. Ajoutons à ça qu'il y avait le CICR. C'est une grande ONG que je respecte beaucoup, mais quand elle arrive au Rwanda, elle n'est plus elle-même. Elle a fait passer le fils de l'ancien Premier ministre, le ministre de la Santé de Habyarimana, c'était Kazimir Bizimungu. Son fils était coordinateur de ce qui s'est passé en 1996. Il agissait à Kachoucha, c'était à côté de chez moi, quand j'étais à l'INERA. Je connais les camps, très gigantesques les camps. Il vient dans la voiture du CIC, passe la douane, on ne l'arrête pas, il ne vise même pas. Il vient, il arrive en prison à Boutari. Dans la prison de Boutari, il entre et il passe la nuit là-bas. On ne lui refuse de rien, on ne surveille pas. Alors, après, le lendemain, CICR le prend, on l'amène jusqu'au camp de Kibeho, s'il vous plaît. Après le travail à Kibeho, CICR l'amène ici à Kigali. Moi, j'ai fait une enquête sur ça. Et il dort à Remera. Il agit ici dans Kigali et le jour où il part, il doit partir avec la Jeep. Quand on arrive Biangabo, non, le quartier qui est à côté là, à côté de Kambiré. On fait ça, on tourne la voiture, on met les derrière vers la frontière du Congo, on ouvre et il saute, il va à Mugunga. Alors qu'il était... Donc il n'était pas venu pour aider, il était venu pour espionner, pour planifier, pour faire... Donc la plupart des ONG qui étaient fermées étaient aussi dans l'espionnage? Oui, beaucoup opéré dans ces sens-là. Alors, est-ce que ça a même l'ONG dans laquelle je me trouvais, moi, l'ONG qui s'appelle IOM, International Organization for Migration, du HCR. Nous, on arrive à la douane de la Russie, on enregistre les gens sur les registres de transport. On les transporte, ils arrivent à Boutare. Ils passent quelques temps, ils perçoivent des ustensiles, des couvertures, puis ils arrivent à Gikondo ici, ou à Ndera, et après ils disent, nous sommes de Ngenda. Nous les amenons à Ngenda, nous les présentons au bourgmestre. Non, au bourgmestre de la commune Ngenda, il les prend. Mais quelques jours après, il passe à la frontière du Burundi, par Ouvira, il voit encore, il voit encore donc, je suis content de la résilience. Je n'ai pas fini. Mais lorsque nous on a vu, lorsque nous avions vu que ce mouvement-là il n'était pas resté inconnu. Alors on a découvert ça. Donc le gouvernement à l'époque a pris la décision de fermer. Le gouvernement décida de fermer. De donner. Ce n'est même pas fermé, c'est-à-dire déclarer personne non grata, c'est-à-dire les indésirables. C'est un virus quoi. 48 heures. Il a donné pour que les organisations ferment et rentrent chez eux. Oui. Mais Solange, au niveau des médias, même, vous savez que nous avons eu un problème. Parce que vous savez que ces ONG nous donnent des subventions et nous survivions avec ça. Nous avons eu des conséquences néfastes à cette époque, mais après on s'est reconstruire. Donc, un peu de mots pour se construire, pour avoir cette résilience. Quelquefois, il faut dégager, il faut chasser les gens qui viennent, n'est-ce pas, pour causer des tracas. Il faut se laver pour éviter d'attraper les chics. Je vais ajouter encore ceci. Nous sommes dans les médias, nous sommes les hommes des médias, les hommes et femmes. Vous savez que dans ce pays, il a existé une radio qu'on appelle Agatasha, qui n'est pas restée longtemps, parce qu'elle a travaillé seulement pendant les génocides. Et on photographiait les gens en train de macheter les autres. Ces images existent. Et cette radio, elle s'exila et elle a s'implanter à Bukavu. Alors, quand le Rwanda... Je continue, madame, excusez-moi. Cette radio là-bas, lorsque le HCR décida de rapatrier les gens, on prend les gens du camp
des camps du Congo pour venir constater ce qui se passe et rentrer pour encourager les autres. Quand ils arrivent ici, moi j'avais fait un reportage en Doussou. Ils déclarent le Rwanda c'est un pays de la paix maintenant, les Ngotani ils sont en train d'aider les gens à cohabiter, même ce que nous on avait démoli, ils sont en train de le faire. Ce que je dis là passe sur la radio Akatache. Alors, ces gens, quand ils rentrent avec le véhicule, les HCR arrivent au camp, ils disent méfiez-vous, les Ingotani sont les mêmes, ils coupent les têtes de tous les jours. Sur la radio Akatache, vous pouvez accepter que votre média fasse ça. Alors. Merci pour cette... la plupart des gens ne savent pas de ce qui s'est passé de la fermeture de ces ONG. N'oublions pas même les Minoirs, tels que la MONUSCO au Congo. Oui. La Minoire a été chassée ici, parce que les enfants du pays étaient présents. Le président a donné 48 heures à la Minoire. Je voulais y revenir. Alors, en prenant cette décision, est-ce que de rapatrier les ONG qui ne faisaient rien, de la Minoire, toutes ces organisations internationales qui n'apportaient aucune aide au Rwanda, est-ce que c'est ça qui a renforcé qui a apporté peut-être une aide mais avec une main cachée? Non, c'est ça qui a fait que le Rwanda cherche ses propres solutions. C'est ça qui a été Ça, c'est des processus. Ce que nous disons ici. C'est un des secrets les plus ardents. Parce que quand tu veux construire ta maison, tu n'as pas besoin de 20 ingénieurs. Tu as besoin d'un seul ingénieur. Parce qu'en réfléchissant, construire son pays, c'est toi qui dois prendre le destin en main. Donc, c'est un des secrets, c'est un des piliers les plus forts de rapatrier ces gens qui ne faisaient rien, qui d'ailleurs voulaient intoxiquer la population. Donc les chasser, c'est toute une bonne chose. Alors, quelle a été l'impression ou je dirais le feedback de la part de ces organisations de la communauté internationale sur le Rwanda? Ils disaient voilà, maintenant on va voir. C'est nous qui amenions de l'argent, c'est nous qui supportions tous les besoins. On a bloqué tous les robinets et on va voir. Et là, on rentre sur la résilience. Le Rwandais en général, qui était au pays, qui comprenait déjà donc, ces mystères, ils ont commencé à travailler et ça a été bien. Mais Solange, même pour le moment, nous sommes en train de souffrir de... Vous connaissez très bien, avec le régime Trump, n'est-ce pas, que l'USAID est parti. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda... Justement, comment cela a favorisé, comment ces solutions ont été acceptées par les Rwandais, parce qu'ils étaient dans l'ancien Rwanda, Gacaca. Je me rappelle quand on a introduit même le mot Gacaca, c'était un débat. Je me rappelle quand on a parlé d'Agachiro, tout le monde était contre dans les médias internationaux. Ils disaient non, on est en train de faire payer les Rwandais. Je me rappelle je me rappelle de ces commentaires. Alors, comment le Rwanda a réagi pour que les Rwandais puissent comprendre cela, qu'ils doivent prendre leur destin dans leurs mains? Je pense que le Rwandais sont de bons élèves. Ils traversent chaque fois des moments très difficiles, mais avec ce leader d'impact qui a cette expérience, qui a cette maturité de visionner dans l'avenir, je pense que les Rwandais apprennent vite avec le temps et je suis sûr qu'à la fin, le Rwanda sera un bon exemple pour l'autosuffisance et qu'en fin de compte, même les Africains, mais Solange, pourquoi est-ce que les Africains, même les Européens, viennent ici apprendre? C'est un petit pays qui a connu beaucoup de problèmes, mais quand même, avec le leadership et le peuple, le Rwandais déjà a une expérience. Tu vois, avec la fermeture, le départ de l'USAID, on croyait que tout s'arrêtera. Bien sûr, il y a des problèmes, mais le Rwandais, les Rwandais du fin fond, là je parle du villageois, il apprend à bien gérer sa récolte. D'où vient cette capacité de s'adapter aux changements, même brusques, comme le départ des bailleurs de fonds? Ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Nous avons, je pense, au début de l'émission, nous avons parlé de la résilience, qui est ce Rwandais qui a ce sang, qui circule dans son sang, dans ses veines. Donc le Rwandais, c'est un peuple spécial. Je vais le dire vraiment,
fièrement. Plutôt, les gens disent que les Rwandais sont hautains, qui se croient spécial. Ce sont des rumeurs. Ne vous étonnez pas qu'on vous jette des pierres quand vous produisez beaucoup de fruits. Merci beaucoup. Madame, souvenez-vous que quand on avait relégué les moines de aussi donner la parole à l'audience de pour que Tchangourou, les gens puissent de appeler. Kigali à Juste, Tchangourou. On excusez-moi l'avait envoyé un là-bas. peu. On voulait. Excusez-moi, après je votre termine ma intervention. pensée. Les chefs locaux n'obéissaient pas au blanc ni à Monseigneur Péronnet. Ils faisaient le tour, ils passent à travers la forêt de Nyungwe pour aller recevoir les instructions du Mwami pour du pouvoir venir administrer la population locale. Ça a existé. Et ça déplut à la colonisation. C'est pourquoi on l'a pris et on l'a extradé en dehors du Rwanda jusqu'à Moba. Et jusqu'à Moba, il y en a qui l'ont suivi. Les Rwandais sont suivis. Moba au nord du Katanga, c'est-à-dire quand vous partez de Bugarama, vous traversez Kamanyola, vous passez par Uvira, à travers Baraka, Fizi, Kalemi. Ils l'ont suivi à pied. Merci beaucoup. C'est spécial. Oui, merci beaucoup. Je suis en train de recevoir les messages. On va bientôt les lire, mais j'aimerais informer les téléspectateurs qu'ils peuvent réagir à ce numéro qui est affiché à l'écran. Donc, ils peuvent envoyer des messages sur WhatsApp, ils peuvent aussi appeler, ou ils peuvent nous envoyer aussi des messages, des textes, et on va recevoir ces textes. Et ils pourront participer à cette émission. S'il y a quelqu'un à la technique, s'il y a quelqu'un au téléphone, on peut le recevoir. Sinon, je vais demander alors à mes invités quels sont les défis que le Rwanda doit lever actuellement. C'est vrai, vous avez parlé des solutions locales aux problèmes locaux. Vous avez donné des exemples de Gachacha, Gachiro, Kwidira, Mdumunya Rwanda, je suis Rwandais. C'est slogan qui montre l'unité des Rwandais, qui montre la bravoure, vous avez appelé ça commitment, l'engagement des Rwandais face, et même cette capacité de s'adapter aux changements même brusques. Alors, est-ce qu'il y aurait des défis que le Rwanda doit lever au moment où on parle des crises économiques d'abord? Parce que après la guerre de la Russie et de l'Ukraine, toute l'aide est partie là-bas et les pays africains ont souffert de cela. Ils ont dit non, nous aussi on a des gens qui sont dans le besoin, alors on veut aussi aider nos Européens comme nous. Alors récemment, il y a l'administration Trump qui a aussi pris des décisions de fermer la plus grande institution qui donnait de l'aide à la plupart des pays africains, dont le Rwanda. Quels sont les défis que le Rwanda doit lever dans ce contexte qui est, je dirais, stressant pour un pays qui se développe, qui n'a pas encore suffisamment de capacité financière pour financer son propre budget? Parce qu'il y a toujours besoin d'avoir des aides. C'est ça que je pense, le doyen Kanyana, Kabare venait d'évoquer. Vous savez, nous traversons tous de même situations très tragiques, des crises économiques, mais je pense que le Rwandais est en train d'apprendre de partager les problèmes avec les autres. Parce que nous ne sommes pas en dehors de la planète, mais chercher comment s'autosuffire. Et c'est ce qu'on appelle Pigira. Je pense qu'il n'y a pas un grand secret, il n'y a pas une formule magique. Nous partageons les problèmes avec les autres, mais nous sommes responsables de nos problèmes. Nous les gérons à notre manière. Et là, on n'a pas besoin d'une leçon quelconque. Et c'est ce que le temps nous a appris. Papa Kanyana, quels sont les défis? Les défis que nous avons doivent être d'abord à peu près philosophiques. C'est-à-dire être toujours prêt qu'on va vous jeter des pieds et que vous devez esquiver. Être toujours prêt comme un canard sur lequel on verse de l'eau et après il fait ceci et il avance. Ça, c'est le premier défi. Alors,
Nous, on est déjà habitués à des attaques. Koujombé Kwasi, nous sommes déjà habitués. Ça fait 31 ans qu'on nous offre. Qu'est-ce qu'on peut encore craindre? Alors, il faut seulement s'armer, armer chaque Rwandais et chaque leader rwandais. Il faut l'armer de courage et de dépassement pour pouvoir endurer tout ce qui arrive et chercher à atteindre son objectif, celui de la reconstruction de ce pays. La reconstruction de ce pays est infinitésimale, comme on dit. Il ne s'arrêtera jamais. Nous allons continuer comme l'avion qui décolle et qui va peut-être... Donc les Rwandais ne doivent pas se décourager? Il ne faut jamais se décourager. Il faut aller de l'avant. Ils doivent plutôt serrer la ceinture? Encore? Mais même le chef de l'État l'a dit. Il a dit ça en Kiswahili. Il a dit. Alors, cette situation a été, disons, a été provoquée par l'environnement international. L'environnement international, notamment la guerre entre la RDC et le M23. Et même l'Ukraine et la Russie. Mais je parle plutôt de cette guerre qui est proche de la RDC et le M23. Et récemment, il y a eu l'accord entre la RDC, le Rwanda et avec l'appui des États-Unis. Ils ont signé l'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cette situation va être élevée avec l'accord qui a été signé, que les pays qui ont stoppé leur aide vont finalement donner, ou bien il y a encore un travail à faire par les Rwandais avant de pouvoir récupérer les fonds qui venaient avant? Mais il faut d'abord, c'est un autre défi. On va revenir à ce sujet. Être prêt à ne pas attendre, à ne rien attendre. On va faire une émission consacrée à ces accords, n'est-ce pas? Mais on parlait justement de la suspension des aides qui a été due à cette guerre entre la RDC et le M23, dont le Rwanda a été accusé de prendre parti. Alors, après la signature de ces accords, est-ce qu'on peut espérer que la situation va changer? C'est ça que j'ai posé comme question. Et puis, ne va pas dans le passé comme... Non, je ne veux pas entrer dans le passé. Oui. Ces accords de Washington... Mais s'il y a quelqu'un au téléphone qui peut appeler, envoyer un message, par exemple... Il y a des messages. Vont aider n'importe qui à comprendre que M23, RDF n'existe plus. C'était, pour nous les c'était un mensonge. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ces accords là-bas sont avant tout commerciaux. Et le premier bénéficiaire, c'est les grands industriels des États-Unis. C'est lui qui est le premier bénéficiaire. Alors, en deuxième position ou en dernière position, viendra alors la situation entre le Rwanda et les États-Unis et même la RDC. Vous vous rappelez même que la RDC a brûlé beaucoup d'ambassades. Et les États-Unis somment ou imposent la réouverture des ambassades entre le Rwanda et la RDC. L'ambassade de la RDC est encore intacte ici. Mais à Kinshasa, l'ambassade du Rwanda, c'est en ruine. Toutes les machines ont été grillées, tout. Avant la réouverture, il faut d'abord construire. J'ai ici une question pour vous deux et un commentaire. Notre ami Rekiraro Léonard, il a dit en effet le Rwanda, comme tout pays du monde, est frappé par tout genre de crise avec différentes variantes. L'on reconnaît que pour sortir de l'impasse, il faut des négociations où les bailleurs ne sont pas exclus. Pour ce faire, le Rwanda doit aménager la chèvre et le chou et il doit savoir comment. Comment amener en même temps la chèvre et le chou et en renforçant sa sécurité, en optimisant la durabilité fonctionnelle des infrastructures socio-économiques et environnementales et plus crédibiliser nos structures financières.
Ça, c'est Rekilaro. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a Alfred qui a posé la question à vous deux. Et pour terminer, en quoi le leadership du président rwandais, son Excellence Paul Kagame, contribue-t-il à redéfinir les dynamiques de la coopération internationale? Je répète. En quoi le leadership du président rwandais, son Excellence Paul Kagame, contribue-t-il à redéfinir les dynamiques de la coopération internationale? Moi, je référerai la personne qui pose la question. Non, je lui répondrai. On n'a pas le temps de reformuler. Je lui répondrai Vous par avez ceci. compris. Par ceci. Répondez. Lorsque le président de la République était en même temps président de l'Union africaine, il a introduit certaines restructurations capables de rendre plus dynamique et plus intéressante l'Union africaine. Mais certains ont été bloqués par ses homologues présidents. Ah oui. Alors. Voilà. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir bloqué, le problème, c'est d'avoir eu quoi bloquer. Pourquoi les autres eux aussi ne peuvent pas chercher à innover afin que les bloqueurs, là, ceux qui doivent bloquer, soient découragés et à un moment donné, les bonnes choses avancent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque, après le génocide des Tutsis de 1994, le Rwanda, le Burundi, le Congo, la RDC, le Sud-Soudan, l'Éthiopie et la Somalie n'étaient pas encore dans l'East African Community. Oui, oui. Le premier pays à avoir adhéré, c'est lui. Et lorsqu'il a été jusqu'à Arusha, il a parlé même d'étendre les AC jusqu'au niveau de toute l'Afrique. Mais il faut avoir un leader visionnaire qui parle comme ça. Est-ce que ces leaders qui bloquent les initiatives qui poussent l'Afrique à faire ses propres solutions à ses propres problèmes ne sont pas ceux qui entravent le développement même et la gouvernance de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire même pour vous qu'ils avez changent? tout dit. Cette Afrique a les ennemis de cette même Afrique ici en Afrique. Qui sont des Africains. Qui sont en même temps leaders. Vous avez déjà trouvé un leader qui tue sa population. Abiyarimana a fait la même chose, a fait cette chose ici. Et aujourd'hui au Congo, on est en train d'accuser Tshisekedi de tuer ses enfants. En tout cas, dans la prison, dans la demi-app, on ramasse 3 à 4 corps chaque matin. Et puis, je pense, Solange, le leadership du président Kagame n'est pas fait en littérature. Hein. C'est question d'action. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il invite même, je pense, ses collaborateurs les plus proches du gouvernement d'aller même quelquefois dans des pays étrangers pour apprendre. Pas faire des bagages et puis faire des belles valises pour leur famille, mais d'apprendre. Parce que là, nous acceptons que le Rwanda a besoin de pays développés, parce que le Rwanda veut se développer. Mais sinon, c'est question de moralité, c'est question de vision, comme le disait Kaba. Des fois. Et les Africains eux-mêmes, quel est leur rôle dans tout cela? Les Africains, les citoyens? Vous avez parlé des dirigeants, mais quel est le rôle des Africains eux-mêmes? Mais quand nous avons ces leaders, parce que les leaders, la plupart du temps, sont des élites. Quand nous avons des bons leaders qui ont des visions et qui nous montrent le bon chemin, et nous suivons l'exemple, et du coup, on se développe. Vous voyez par exemple ce qui est en train de se passer au Burkina, au Niger, au Mali, ils sont en train de se rechercher. Mais les Rwandais, aujourd'hui, nous venons de passer plus de 30 ans, comme nous le disions, la libération. Donc, tout est clair. Nous savons ce dont nous avons besoin. Personne ne connaît nos problèmes plus que nous. Donc, nous n'avons pas besoin de leaders qui viennent nous réveiller. C'est question de voir ce qu'ils font, si ça a notre intérêt, et puis nous suivons l'exemple et on se développe. Oui, quand vous dites vous venez me développer, c'est déjà une façon de fausser le processus. Personne ne développe un autre. Parce qu'on dit, lorsque vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le ferez certainement contre moi.
Je lisais des indicateurs ici qui montrent le Rwanda d'il y a 31 ans, où l'espérance de vie était 29 ans en 1994 et maintenant le Rwanda arrive à 69. Et là où l'accès aux services de santé était à 20%, actuellement le service de soins de santé c'est à 90%. Et le niveau d'éducation était à 50%, maintenant le Rwanda est à 73%. Tous ces indicateurs montrent que le Rwanda est en train de faire un progrès. Ajoutons encore le plus important. Avant, on avait besoin de presque 100% du budget national. Oui. Aujourd'hui, 74% du budget national sont générés à partir de l'intérieur. L'autre le plus important, c'est que l'électrification, qui était à 5%, arrive à 70% et qu'on sort. Alors, un peu de mots. Même si le Rwanda a encore beaucoup à apprendre, il ne faut pas se jeter les fleurs. Il y a encore des problèmes, il y a encore un pas à faire pour continuer dans ce même itinéraire qui a été fait par le leadership d'Impact rwandais. Mais qu'est-ce que les autres pays africains peuvent apprendre de cette résilience rwandaise? Un peu de mots, Gaston. Nous venions de dire que la libération, c'est un processus. Donc, le Rwandais, nous n'allons pas nous endormir tout de suite. Nous allons travailler 24 heures sur 24. Parce qu'acceptons que nous avons un retard comme l'histoire le demande. Donc, on va travailler jour et nuit afin que nos enfants héritent de nous un don, un héritage digne de son nom. Donc, le peuple africain n'a pas besoin de se lancer beaucoup dans la littérature et l'histoire. Nous allons beaucoup plus nous baser sur les techniques qui peuvent nous développer. Et puis, je sais que le secret qui est là, c'est l'unité. C'est l'unité. Donc les autres pays peuvent apprendre le secret des Rwandais, c'est l'unité. Papa Kanyana, est-ce que les Rwandais qui ont libéré le Rwanda il y a 31 ans, est-ce qu'on a la jeunesse qui est capable de le faire actuellement? Si vous analysez en tant que je ne suis pas pessimiste. Je suis très optimiste. Dans les jeunes que vous trouvez en train de guendailler, même de boire de l'alcool, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont cette fierté dont j'ai parlé, ce béton. Et même chez les pays voisins. Si nous prenons seulement le cas de la ville de Goma ici, moi j'ai lorgné à partir de Gisenyi dernièrement. Mais il est déjà plus propre qu'il ne l'a été. Et là-dedans, il ne reste que le problème de sécurité. On a d'abord juridiquement suspendu tous les jugements relatifs au conflit de terre. Du Rwanda. Ce qu'on aura appris, on aura appris que, la propriété corporelle, la propriété de la ville est un préalable pour pouvoir construire. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre émission. C'était vraiment intéressant. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Gaston. Merci à vous. Merci aussi, Papa Kanyana, de votre intervention. On espère que la plupart des téléspectateurs et téléspectatrices des pays africains ont pu retenir les secrets qui sont derrière la résilience des Rwandais. Merci beaucoup et j'espère que aussi vous avez appris ce qu'on peut faire s'il y a une urgence là où quelqu'un en qui vous dépendiez prenne une décision de couper, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que vous avez appris des solutions locales aux problèmes locaux. Merci beaucoup et à très prochaine. À la prochaine, c'est mardi prochain à la même heure. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.